Le thème de la deuxième partie est éthique et cancérologie. Madame Dassonville, coordinatrice de l'ASP PACA, Association de bénévoles en soins palliatifs, le professeur Roger Favre, président du réseau de cancérologie OncoPACA, et le docteur Bagdadi, président du comité de réflexion éthique du CHPA, entre autres, seront les modérateurs de cette session. Donc je leur laisse la parole. Nous allons sans attendre commencer cette session intitulée « Éthique et cancérologie ». Le premier orateur est Madame le docteur Boiron, qui est oncologue médical à Saint-Cloud et qui va nous parler de témoignages et questionnements, pas du tout pareil, témoignages et questionnements. Je crois que la règle, c'est d'entendre les trois intervenants. Et ensuite, il y aura un échange entre la salle et les orateurs, mais vous en avez l'habitude, puisque ça a été le cas tout à l'heure. Merci beaucoup. Mon témoignage tient en fait à retracer avec vous ce parcours un petit peu particulier que celui d'être malade dans sa propre spécialité. Et alors, c'est vrai que c'est un témoignage qui, je pense, peut difficilement être transposable dans la mesure où, forcément, le diagnostic fait un cancérologue sur son propre cancer a souvent une répercussion probablement encore plus angoissante que sur quelqu'un qui ne connaît pas du tout la cancéro. Mais en même temps, je pense que c'était important de partager avec vous ce témoignage dans la mesure où ça a changé beaucoup de choses dans ma pratique et que je pense que ça peut permettre à chacun aussi de se poser justement quelques questions pour avancer. Donc, rapidement. En fait, moi j'étais donc chef de clinique en cancérologie donc à Paris quand, à l'âge de 32 ans, donc je me suis sentie un nodule, j'ai un peu hésité, je suis cancérologue, c'est pas pour moi. Et en fait, bref, j'y suis allée. Et la première chose vraiment importante pour moi dans cette histoire, dans cette aventure, en fait, c'était l'empathie. J'ai tout de suite eu la chance, dès mon premier passage, ma première arrivée dans cette maladie, d'avoir en face de moi un médecin radiologue avec qui, bon, bien sûr, il m'a montré ma mammographie. On a vu ensemble que, voilà, de toute façon, dès le départ, j'ai su que j'allais avoir une mammectomie. Mais vraiment, une écoute, un regard, un temps passé ensemble et qui a été pour moi fondamental, même si bien évidemment en sortant de la porte, en sortant du cabinet, je me suis effondrée, mais c'était vraiment pour moi un temps important sur lequel j'ai pu bénéficier plusieurs fois par la suite d'empathie et vraiment, je ne saurais vraiment que dire à quel point c'est important quand on traverse ce type d'épreuve. Bon, je passe sur la chirurgie. Là encore, c'est vrai que j'avais fait le choix de me faire soigner dans une équipe que je connaissais parce que pour moi c'était important bien sûr en qui j'avais confiance, mais aussi que je connaissais. Et c'est vrai que cette empathie, je l'ai eue au fur et à mesure lors de la chirurgie, aussi par l'équipe chirurgicale qui m'a prise en charge. Par contre, ce qui a été très difficile, c'est quand j'ai su le nombre de ganglions atteints. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai eu mon curage, on m'a appris donc j'avais 13 ganglions sur 14. Et c'est là où peut-être que mon savoir de cancérologue était un peu trop important. Et j'ai vraiment vécu ça comme une angoisse de mort, mais une angoisse de mort immédiate. Je me disais que je ne serais pas là l'année ou les 2 années qui suivraient. Et là encore, dans les petits gestes, dans les petits mots qui sont importants, je l'avais mis dans mon témoignage, mais c'est des mots comme l'anesthésiste qui m'a mis mon cathé, et en partant, elle me dit « on se revoit dans 6 mois, je vous l'enlève ». Et ça, c'est des mots, ça m'a permis de me remettre dans une temporalité qui n'était absolument pas d'actualité pour moi, puisque j'étais sûre que j'allais mourir. Et c'est des petits mots comme ça qui sont vraiment importants dans un parcours tel que celui-ci. J'ai eu droit à une chimio super lourde parce que j'étais jeune, parce que j'avais un pronostic important. De cette chimiothérapie, ça a été le début d'un deuil immense pour 2 raisons. Le premier, c'est parce qu'en fait, j'ai eu un lymphœdème qui m'a vraiment handicapée, un lymphœdème du membre supérieur gauche, et qui s'est vraiment aggravé sous taxotère et qui a été vraiment pénible parce que j'avais 32 ans et que je comprenais bien que j'allais devoir vivre avec, que c'était vraiment associé à une honte. Et par rapport à ce taxotère, j'ai aussi perdu mon visage, j'ai perdu mes cils, j'ai perdu mes sourcils, je suis devenue bouffie. Et tout à l'heure, je parlais d'empathie, et là, en fait, j'ai eu droit à des visages de pitié, de gens qu'on connaît sans connaître, le voisin, le boucher, tout ça, mais on voit bien qu'on n'est plus la même, et cette pitié, c'est insupportable à voir, et en même temps, c'est humain, et ça a vraiment été important. Et le troisième mot qui a jalonné un peu toute mon histoire, c'est aussi l'indifférence, c'est-à-dire qu'il y a aussi, dans le monde du soignant, ou cette indifférence qui fait que là aussi, on se sent
pas vu et pas compris. Et c'est vraiment 3 mots qui m'ont taraudé pendant toute cette maladie. La grande problématique du retour au travail, ça a été en fait pour moi de me repositionner, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je profite de ma vie qui me reste? Est-ce que je travaille? C'était vraiment un questionnement important, en plus du questionnement de mes collègues en me disant enfin Claude, tu vas pas faire de la cancérologie, c'est pas possible. Alors que moi en fait ça n'a jamais été un... J'avais l'impression que je savais rien faire d'autre et je ne me voyais pas faire autre chose. Mais c'était intéressant parce qu'en fait, ce questionnement de mes collègues, c'était que pour, soi-disant, me protéger de faire une spécialité qui pouvait me renvoyer à ma propre vulnérabilité, justement. Mais à aucun moment, et puis les années sont passées, à aucun moment ils ne m'ont posé la question en quoi ça m'avait changé. Ça a été vraiment le moteur de l'écrit qui a fait que je suis là aujourd'hui. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, je sais pourquoi j'avais un questionnement sur mon travail. Est-ce que je travaille? Est-ce que je profite de cette vie? En fait, c'est parce que je ne m'y retrouvais plus dans ce travail. Je savais plus. J'étais chimiothérapeute, mais ça m'intéressait. Je comprenais plus les choses, je comprenais plus comment on travaillait. J'étais dans un désir de qualité de vie. Je ne pouvais pas continuer à envisager des énièmes lignes de chimiothérapie sans aborder plus avec le patient. Et j'étais vraiment pas à l'aise dans cette histoire-là. Plus le problème de lymphœdème qui fait que bon, ça a été une période assez difficile jusqu'en 2003 où en fait, comme beaucoup de patients, on récupère un résultat dans un laboratoire de biologie, on l'ouvre sur le trottoir et on voit que les marqueurs augmentent. Et là, pareil, est-ce que c'est mon savoir de cancérologue? Et je me suis dit, là c'est bon, quoi, maintenant tu es métastatique, voilà. Donc je suis effondrée, j'ai eu la chance de voir des amis, bon, tout ça. Et quand je suis allée revoir le médecin qui me suivait, on a parlé d'abord, enfin on a fait tout un bilan, bref, je passe sur... On a parlé d'abord hormonothérapie parce que je ne voulais pas entendre parler de chimiothérapie. Et la première ligne d'hormonothérapie n'a pas marché, les marqueurs ont continué à monter. Je suis allée le revoir, il m'a dit écoute là Claude, il faut vraiment on fait la chimio, il me met ma date de cathéter et en fait, une semaine après je l'ai rappelé, je lui ai dit non. Je lui ai dit non, je ne ferai pas de chimiothérapie, c'est pas possible. Ce que j'ai vécu en 97, c'est insupportable, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, voilà, ma vie c'est celle-ci, je ne peux pas m'imaginer à nouveau vivre comme ça. Et donc j'ai annulé le cathéter et j'ai eu une deuxième ligne d'hormonothérapie. Et là, c'est mon miracle, c'est ce qui fait que je suis là encore aujourd'hui. Et cette deuxième ligne d'hormonothérapie a marché. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, donc les marqueurs ont diminué, me redonnant une temporalité qui était assez intéressante. En même temps que j'avais ce temps qui s'est passé, je me disais, mais que vais-je faire de ce temps qui m'est donné? J'avais vraiment cette impression d'avoir un temps que je n'aurais jamais dû vivre et dans lequel je n'avais pas encore à me retrouver. Et puis ce qui s'est vraiment passé, c'est une fracture avec mes collègues. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai rechuté, il y avait une telle angoisse que je l'ai communiquée dans le milieu dans lequel je travaillais. Et là, j'ai déclenché, je pense, quelque chose de l'ordre du rejet parce que je pense que c'est très difficile pour un médecin. Je pense que quelque part, on est un peu médecin pour ne pas être malade. Et moi, je renvoyais cette image de médecin malade. En tout cas, c'est ce que je pense avoir un peu compris et du coup j'avais vraiment même un discrédit, c'est-à-dire que quand je proposais un certain type de chimiothérapie parce que moins forte, plus sur la qualité de vie, tout ça, on ne m'écoutait pas parce qu'on pensait que c'était que de la projection et ça a été la fracture la plus totale pour moi avec même des choses extrêmement douloureuses puisqu'à un moment donné il y a un médecin qui m'a dit mais Claude si tu es malade tu restes chez toi, enfin ce côté tu es inapte. Et là encore, ça a été vraiment très difficile. Et pour en parler par rapport à ce matin, c'est vrai que c'était très médical. Parce que par contre, du côté des soignants, jamais, au contraire, j'ai toujours eu un accompagnement, une écoute, une aide. Enfin, ça s'est jamais positionné. Ce questionnement ne s'est jamais fait avec les infirmières, les aides-soignantes, les secrétaires. Ça a toujours été un questionnement très, très, très médical. Pourquoi tu continues et voilà. Et donc, je me suis un peu éloignée de la clinique. Je suis rentrée dans un réseau de cancérologie. Et ce qui m'a fait du bien. Et puis, en fait, il y a eu deux choses il y a une chose. En fait, mon accouchement, quelque part, c'est fait par mon corps. En fait, mon lymphœdème, que j'ai toujours, qui a été vraiment quelque chose de très douloureux, je passe sur les détails. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer une équipe de kinés qui m'a pris en charge et qui m'a dit, mais ça fait pas, c'est pas parce que depuis 10 ans, tu as un gros bras qu'on va pas y arriver. Et mon bras a diminué de volume.
Et ce bras qui a diminué de volume, ça m'a redonné quelque chose de l'ordre du vital. Et j'ai fait un premier écrit sur ça, sur mon bras. J'ai écrit sur mon bras, et ce qui s'est passé dans le réseau, c'est que j'ai organisé une soirée thématique sur le prise en charge du lymphœdème. Et à un moment donné, mais j'étais là en tant que médecin. Et à un moment donné, dans la salle, il y a un kiné qui dit « Oui, mais moi, je ne demande pas à ma patiente de mettre un manchon parce que c'est trop astreignant. » Et là, j'ai pris la parole, j'ai posé ma casquette et j'ai dit « Ben voilà, écoutez, non, voilà, moi aussi j'ai un lymphœdème et non, le port du manchon, au contraire, ça permet de... » Et là, il s'est passé quelque chose de fondamental pour moi, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai recouvert une unité. C'est-à-dire que j'étais plus que médecin ou plus que patiente, mais j'étais médecin-patiente. Et ça a été pour moi quelque chose de fondamental. Et c'est vrai que j'aime bien témoigner de ça, parce que dans le quotidien, c'est pas possible. C'est vraiment extrêmement douloureux et difficile. Peut-être qu'il ne le faut pas d'ailleurs. Mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment fondamental. Et à l'issue de cette expérience d'unicité, de première écriture, j'ai fait quelque chose un peu de fou. J'ai arrêté mon traitement, comme quoi on est patient-médecin, mais peut-être moins médecin que patient des fois. Et je me suis dit, ça se trouve, ça fait 5 ans, je suis peut-être guérie. Mais en même temps, bon, clairement, c'était un peu fou, c'était même carrément fou de faire ça. Mais en même temps, je crois vraiment que j'étais dans un élan vital où j'ai fait plein de choses. Je me suis dit, maintenant c'est je veux plus faire de la chimiothérapie, je veux faire du soin de support, je veux écrire, je veux parler pour tous ces gens qui m'ont jamais demandé en quoi ça avait changé ma pratique. Et cette année-là était très très riche. Et il se trouve que le jour où j'ai appris que mes marqueurs remontaient, je rencontrais Martine Ruzniewski, donc, et qui avait lu, avec qui j'avais fait lire mon premier jet, et qui m'a dit « Mais Claude, on va publier ça ». Et là encore, avec des marqueurs qui montent, je me suis dit, il y a eu quelque chose qui s'est passé de l'ordre du je vais pouvoir laisser quelque chose, je vais pouvoir enfin écrire, laisser ce que je... Voilà. C'était vraiment un questionnement important pour moi, et c'est vrai que là encore, tout ça, ça m'a apaisée, et donc il y a eu cette écriture, et voilà. Et en fait, des choses se sont passées de façon très bizarre cette deuxième fois de rechute, parce qu'en fait, j'ai pas arrêté ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de passer un diplôme, un DU d'auriculothérapie, j'ai continué, j'ai essayé de cloisonner tant que possible mon côté professionnel de ma rechute des marqueurs, et là encore, j'ai eu un miracle, c'est-à-dire que mes marqueurs, j'ai repris l'hormonothérapie que j'avais arrêtée, ce qui n'a pas marché, mais j'en ai repris une autre, et là, ça a été super. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à mettre en place donc, ces soins de support, ces consultations de soins de support, où en fait je passe énormément de temps avec les patients, où en fait j'ai appris des mots, j'ai appris le silence, j'ai appris l'écoute, j'ai appris à aborder l'angoisse. J'ai plus peur de leur poser la question, est-ce que vous avez peur, de quoi avez-vous peur, comment... Même la maladie palliative, le mot palliative, je le porte en moi, ce mot palliatif, et même avec mes collègues, j'essaie de leur dire, mais une maladie palliative, c'est important, je pense, de parler du palliatif, parce que qui dit palliatif, on devient forcément, je pense, plus qualité de vie. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre région, mais nous, chez nous, les cancérologues sont très chimiothérapeutes, et ils font de la énième ligne de chimiothérapie, sans laisser de place aux soins de support. Et vraiment, le credo, je pense que la terminologie palliative, c'est un mot important à utiliser, parce que je pense que si on est dès le départ sur un projet palliatif, ou assez rapidement sur un projet palliatif, et qu'on accompagne le patient, je pense qu'on est moins toxique avec une chimiothérapie, et qu'on permet à la personne d'avancer à son rythme. Mais ça, c'est vrai que ça prend du temps, et ça demande surtout, je pense, de se poser la question, c'est quoi ma vie, jusqu'où je veux aller. Et des fois, j'ai encore l'impression qu'on vole des fois un peu la vie des patients, parce que je ne suis pas sûre qu'ils aient forcément bien compris, et qu'on les ait justement accompagnés. Je crois que c'est le mot de la journée, mais cet accompagnement, je crois qu'on n'est pas là pour... je pense que dans certains cancérologues, il y a encore beaucoup de... J'essaie de guérir, hein, ce qui est vrai en adjuvant, mais à un moment donné, je crois que notre rôle, c'est vraiment d'accompagner et d'être là pour eux, quoi. Et pour nous aussi, parce que ce que j'entendais tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus valorisant que d'aider quelqu'un à avancer, et je pense que cette richesse-là, elle se communique ensemble, et voilà. Donc c'était un petit peu, je pense que j'ai oublié de dire plein de choses, c'est sûr même, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que
ce sens que j'ai beaucoup cherché pendant très longtemps, je l'ai retrouvé là, à savoir que j'ai l'impression de donner au moins aux patients ce que j'aurais voulu peut-être avoir plus à l'époque, en sachant qu'à l'époque on était loin des soins de support en 97. Et voilà, j'espère qu'avec les cancérologues, au fur et à mesure, par compagnonnage, on puisse aussi avancer sur ces notions qui me paraissent importantes. Mais je crois vraiment qu'on a encore beaucoup à apprendre sur le palliatif, sur la mort, sur tout ça. Mais je crois que voilà, voilà, un peu ce que je voulais vous dire. Et en tout cas, je vous remercie de me donner cette occasion aujourd'hui de, là encore, vous dire que je suis vraiment unie, enfin je suis vraiment dans une unité pleine, à savoir et médecin et patient, et je crois qu'on a des forces qu'on n'imaginait pas, qui permettent de cloisonner. Souvent, je pense que je suis médecin pour ne pas me sentir malade, et je pense que c'est parce que je suis médecin que je ne suis pas malade, et en même temps, voilà, je pense que c'est très difficile à expliquer cette espèce d'alchimie, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je me sens à ma place pour la première fois, et voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup, Madame Boiron, pour avoir ouvert votre cœur et ce témoignage si poignant, mais également avec un message d'espoir pour les soignants et pour les malades. J'ai le plaisir de vous introduire le prochain orateur, le professeur Pierre Lecause. Alors c'est toujours difficile de présenter un ami, parce que si je le flatte trop, il va me dire « tu développes mon ego ». Donc je ne vais pas le présenter en long et en large, mais juste vous dire que Pierre Lecause a accepté, malgré ses différentes charges et obligations, de venir nous faire une intervention sur l'aspect éthique et philosophique de la décision médicale. Alors pour moi qui suis anesthésiste, donc qui a affaire à des médicaments, qui est cartésien, je me disais souvent que voulait dire la prise de décision philosophique. Puis depuis que je fréquente Pierre Lecause, je commence un petit peu à voir ces spécialités de manière différente et la notion de la médecine également. Alors Pierre Lecause est professeur de philosophie, il enseigne à la faculté de médecine d'Aix-Marseille, des sciences humaines. Il est vice-président du comité consultatif national d'éthique et par ailleurs, il dirige donc le centre d'études et de recherche en éthique médicale au sein de l'espace éthique méditerranéen, avec qui j'ai le plaisir de travailler assez régulièrement. Je voudrais aborder deux aspects, une dimension philosophique des décisions médicales, les difficultés à parler de la mort, et puis une dimension plus étroitement éthique qui relève de l'annonce des mauvaises nouvelles, qui reste un art au même titre que l'art chirurgical. Je voudrais en introduction dire que les hommes ont toujours vécu la mort comme une malédiction, et parmi les sanctions qui ont frappé les deux premières créatures dans l'histoire d'Adam et Ève figure la chute dans le temps, donc l'irréversibilité et donc la rencontre frontale avec la mort. Les hommes pleurent leur mort, ils les commémorent, et c'est aussi le lieu de rappeler que la mort, c'est une épreuve douloureuse et angoissante pour celui qui s'y trouve face, comme tout à l'heure nous l'a rapporté le docteur Boiron, mais aussi pour les proches, pour la famille. La douleur inconsolable de perdre un enfant qui compte parmi les plus cuisantes qui puissent entrer dans un cœur humain. Et je crois que dans la décision médicale, la souffrance des proches n'a pas moins d'importance que la souffrance du patient lui-même. Le professeur Favre, c'est mon expérience d'un accompagnement d'un proche, mon père en l'occurrence, qui est mort d'un cancer et que j'ai accompagné.
Alors lui, il est mort, et comme disait Épicure, le mort ne sait pas qu'il est mort. La mort n'existe pas pour lui. Mais moi qui survis à sa mort, et ma famille, des années après, il y a des images avec lesquelles on doit composer en permanence. Et on ne peut pas évincer la famille. Il faut toujours se souvenir que si c'est dur pour le patient, c'est très dur aussi pour les proches qui devront survivre à des images qui sont parfois violentes, traumatisantes, qui vont aussi diffuser cette culture actuelle de demande d'euthanasie. Parce que contre la dysthanasie, la mauvaise mort, les gens qui ont été témoins de morts violentes de leurs proches, où ils se sont sentis écartés, où ils n'avaient pas leur mot à dire, eh bien, ils vont plaider pour une euthanasie, une bonne mort, contre cette mauvaise mort, cette mort violente de la dysthanasie. Ce n'est pas mon cas, mais ça pourrait être une tentation de dire « moi, je ne veux surtout pas ça, je ne veux plus voir ça ». Alors, difficulté à parler de la mort, je le disais dans mon introduction, on l'a senti tout à l'heure, la mort est source d'angoisse, elle l'a toujours été. Et parfois, les hommes de notre temps imaginent que notre société est la première de l'histoire à dénier la mort. Ils seraient très surpris de lire dans une lettre d'Épicure, 3 siècles avant Jésus-Christ, la mort, celui d'entre les mots qui nous donne le plus d'horreur. 3 siècles avant Jésus-Christ. Apparemment, les hommes de l'Antiquité ne faisaient pas de la mort leur sujet de prédilection dans les conversations du quotidien. Nous n'aimons pas la mort, nous expulsions la mort. Cela a toujours été. Alors les historiens nous rapportent qu'au Moyen-Âge, le rapport des individus à leur mort était plus apaisé, plus résigné, avec un fatalisme que nous avons perdu, mais il faut bien voir qu'à l'époque existe aussi un airbag religieux, puisque ce sont des sociétés qui sont structurées autour d'un imaginaire symbolique qui fait écran avec le rapport brutal au néant absolu. La mort n'est pas la fin dans les sociétés religieuses, c'est un commencement. La vie est un mauvais quart d'heure à passer et après commence, comme disait l'abbé Pierre, ça m'a toujours frappé, les grandes vacances. Il disait à l'abbé Pierre, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Les grandes vacances. Est-ce que quelque part les hommes ne sont pas contraints de bricoler des dispositifs de protection contre le rapport brutal à la mort? J'ai rappelé ici une citation qui est connue, qu'on trouve d'ailleurs déjà chez Démocrite. Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement. Je souligne fixement. Parce que nous pouvons regarder le soleil d'une manière oblique, en mettant des lunettes noires, etc. Et de la même manière, nous pouvons parler de la mort. Mais furtivement, nous pouvons l'évoquer. À table, nous pouvons dire... il faut bien qu'on meure de quelque chose. On va tous y passer. Mais on ne peut pas stationner fixement. Et franchement, parler de la mort dans une conversation, c'est impossible. Immédiatement, vous aurez un interlocuteur qui vous demandera de ne pas trop casser l'ambiance et d'avoir des sujets de conversation un peu plus divertissants, ne pas briser la convivialité. Et c'est normal puisque la vie expulse la mort. Et je voudrais évoquer, on retrouve Épicure, les raisons pour lesquelles nous refusons la mort. Pourquoi la vie, comme disait Xavier Bichat, grand biologiste du XIXe siècle, la vie c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Et on peut entendre cette citation à 2 niveaux. À un niveau corporel, somatique, et à un niveau psychique, qu'on peut d'ailleurs subdiviser conscient et inconscient. Ça fait beaucoup d'airbags, comme je disais tout à l'heure.
la vie résiste à la mort parce qu'en nous, la reproduction, la respiration, le métabolisme, toutes les fonctions sont là à repousser les ennemis, les assaillants, qui sont très très nombreux, les ennemis à l'extérieur et les ennemis à l'intérieur du corps. Et la vie doit mener bataille jusqu'à perdre la guerre, puisque de toute façon, en 2093, nous serons tous morts. Ici, dans cette salle. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit de 2093. Il faudrait que je demande au psychanalyste. Il y a donc une résistance organique, viscérale à la mort, et qu'à la même époque, au XIXe siècle, Schopenhauer a décliné sur un plan existentiel en disant qu'il y a une volonté, une force vitale qui est appelée le vouloir vivre. La vie veut la vie, elle s'obstine aveuglément, même si elle nous octroie peu d'occasions de réjouissance et un lot de déconvenues, de cruelles désillusions, de souffrances, de deuil, etc. Même si, comme disait Schopenhauer lui-même, la vie est une affaire qui ne couvre pas ses frais. Balance, bénéfice, bon, non. En tout cas, pour la règle générale de l'humanité, l'entreprise de la vie ne peut pas avoir ces trois A, hein, le triple A. Et je l'ai très bien senti tout à l'heure dans le discours de Mme Boiron qui parlait de ces forces extraordinaires qu'on trouve, qu'on puise à l'intérieur de soi. Donc il y a en soi une résistance obstinée qui peut nous jouer des tours d'ailleurs, parce que pourquoi des médecins parfois poussent avec les chimiothérapies dont on a parlé tout à l'heure, on sait que le patient est condamné, peut-être que nous sommes un peu le jouet aussi de cette force aveugle, de cet instinct qui nous pousse sans motif à nous accrocher à la vie. La vie veut la vie et de façon absurde. Mais le fait de le savoir peut nous permettre parfois de contourner cette aliénation à la force du vouloir vivre. Alors un clin d'œil à mon excellent ami Roland Gori, et il ne me démentira pas, enfin j'espère, où la psychanalyse a repris aussi cette idée, elle l'a déclinée différemment. Freud a cité nommément Schopenhauer, il a parlé du ça, d'un foyer pulsionnel qui fait que nous savons que nous allons mourir, mais nous n'y croyons pas, inconsciemment. Nous ne croyons pas ce que nous savons. Nous savons tous ici que nous allons mourir, mais quelque part, ça paraît évident pour les autres, mais beaucoup moins pour nous. Et les rêves sont la voie royale, disait Freud, de l'inconscient. Et c'est vrai que les personnes très âgées font ces témoignages de dire qu'elles s'imaginent adolescentes, amoureux, etc. Donc on voit que l'inconscient ignore le temps. Nous sommes éternels inconsciemment. Alors tout ça pour dire que les protocoles de directives anticipées qu'on va bientôt trouver dans les salles, parce que la HAS va nous le réclamer, la certification éthique, de mettre les directives anticipées qu'on appellera des DA. Les DA, qu'est-ce que vous voulez, comment voulez-vous mourir aux urgences, aux soins intensifs, et combien de jours voulez-vous survivre inconscient, ou est-ce que vous voulez garder l'espoir, etc. Voilà, on peut rationaliser, protocolariser, mais au nom de la liberté d'individu. Et là, je reviens aux travaux excellents de Roland Gori sur ce point, qui a eu cette formule, l'autonomie, l'envers de la solitude. Un cache-misère de la solitude. Je voudrais dire aussi un mot sur l'imaginaire, puisque je parlais de Freud. Il entre beaucoup de superstitions aussi dans notre rapport à la mort, qu'on soit médecin, philosophe, etc. Nous ne savons pas comment nous nous comporterons. Ceux qui disent « nous dénions la mort, il faut nous apprivoiser avec la mort ». Oui,
Bon, j'aimerais bien les voir le jour pas à leur enterrement, mais enfin, sur leur lit de mort. Ils vont peut-être se cramponner aussi sur les barreaux. On ne peut pas savoir. Et un exemple de superstition, les dons d'organes. Vous demandez à la population, êtes-vous favorable à la pratique du prélèvement d'organes post-mortem? Oui, bien sûr. 9 Français sur 10 disent oui, c'est très bien, c'est éthique, c'est généreux, c'est la solidarité. Oui, 9 sur 10. Vous avez votre carte de donneur? 1 sur 10. Renversement complet des statistiques. Et pourquoi? Alors, il y a toutes sortes de facteurs, mais il y a surtout le fait que quand j'écris que je suis donneur d'organes, la dame à la faux, qui avait la tête ailleurs, elle me regarde, tiens, un candidat à la mort. Il y a cette composante d'imaginaire qui fait que remplir des directives anticipées, etc., c'est une régression culturelle. Parce que les psychanalystes, les philosophes, depuis l'Antiquité, comme je l'ai dit, ont réfléchi à cela, au fait qu'on ne peut pas regarder la mort en face fixement. Alors, j'ai parlé 10 minutes, il me reste donc 10 minutes pour vous entretenir de problèmes davantage liés à l'éthique, et qui est la recherche de compromis dans l'annonce des mauvaises nouvelles, en lien avec ce qui vient d'être dit, à savoir que nous ne pouvons pas sommer un individu de regarder la mort en face, polariser son psychisme sur son anéantissement. Un point philosophique aussi, les auteurs depuis l'Antiquité ont réfléchi sur le mensonge. Est-ce qu'on peut demander à un médecin de renoncer au mensonge? Probablement pas. On peut et on doit lui demander de renoncer au mensonge délibéré. Le mensonge qui induit en erreur sur une fausse piste. Est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce que j'ai un cancer? Dire non, ça c'est pas acceptable. C'est la contre-vérité. Et là, on pourra s'accorder sur le fait que quelqu'un qui demande une information, s'il y a des métastases, il a le droit de savoir. Et même si ça le fera souffrir, c'est son affaire. Mais quelqu'un qui ne demande rien, est-ce que je dois l'informer s'il a un cancer grave qui doit s'attendre à beaucoup souffrir? Parce que nous le savons, statistiquement, ce cancer s'accompagne de beaucoup de douleurs. Alors, probablement qu'on ne peut pas. Et je fais cette remarque, non seulement nous sommes autorisés à ne pas dire la vérité, mais même dans les conversations ordinaires, nous pouvons être loués de ne pas dire la vérité. Si vous voyez un ami que vous n'avez pas rencontré depuis un certain temps, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est qu'il a vieilli, qu'il a grossi. Vous allez lui dire, alors que c'est votre ami? Vous pourriez, comme c'est votre ami et qu'on se dit tout entre amis, n'est-ce pas? Ben non, vous ne lui dites pas. Et si vous lui dites, il vous fera le reproche. Non, mais quand même, tu n'étais pas obligé de me dire ça. Ce qui prouve bien que non seulement le mensonge par omission est accepté, mais valorisé. On ne doit pas infliger une information à celui qui ne nous l'a pas demandé. Il n'a pas demandé à être le destinataire, il n'a pas été le commanditaire de cette information. Et donc, finalement, dans l'annonce des mauvaises nouvelles, on va être obligé de louvoyer entre, d'un côté, distiller des informations et
et attendre ce que Aristote appelle le kairos, l'occasion, que le patient pose une question pour lui dispenser des éléments d'information. Mais tant qu'il n'a rien demandé, il y a quelque chose de violent dans le fait de lui imposer. Alors, dans le langage de l'éthique, on parlera d'un conflit entre bienfaisance et non-malfaisance. La bienfaisance qui nous est inspirée par la compassion, pas la fausse compassion dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a de la fausse compassion. J'ai pitié de toi. Quelqu'un qui dit « tu me fais pitié », c'est que vraiment il n'éprouve pas de pitié précisément. Qui enferme dans la souffrance, qui fait que l'individu n'est plus que souffrance. Cette compassion-là est humiliante. Mais la compassion authentique, comme participation affective à la souffrance d'autrui, cette compassion-là peut incliner à édulcorer, à dire les choses de façon humaine et à dérober aux patients des informations qui nous paraissent de nature à l'angoisser. Mais une autre émotion, la crainte, nous rappelle que ce patient, nous pouvons le faire souffrir pour avoir voulu le protéger. La crainte de perdre sa confiance, qui nous renvoie aussi à la société d'Internet, qui a radicalement transformé la culture médicale, le contexte, puisque un patient qui sort d'un cabinet de consultation, nous savons bien qu'il ira regarder sur Internet, ou lui, s'il n'y va pas, des proches à qui il va s'entretenir de sa maladie, eux iront regarder. Et là, tout est possible, même le pire. Et donc le praticien peut s'imaginer que le patient revienne le voir fixement dans les yeux et lui dit mais vous ne m'aviez pas donné toutes ces indications. J'ai cru comprendre par Internet que c'était vraiment grave ce que j'avais, je peux en mourir. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Et voire même des choses épouvantables. Donc il y a l'influence bénéfique de la compassion qui amène à une rétention d'informations, un mensonge par omission, mais la crainte que la compassion bienfaisante finalement se révèle malfaisante sur le terme, puisque l'information que nous n'avons pas livrée, le patient ira la chercher sur Internet, où il va peut-être être confronté à des informations brutales. Ce ne sont pas des informations, ce sont des données catapultées, des chiffres froids, et il se retrouvera vraiment seul. Donc, est-ce que le médecin n'a pas un devoir d'anticiper sur cette relation à l'information brutale qui lui sera communiquée par Internet, et lui dire, si vous allez sur des sites, vous verrez ceci, vous verrez ces données. Alors, je préfère qu'on en parle, si vous voulez, avant, et vous dire que tout ce qu'il y a sur Internet n'est pas à prendre... Je voudrais terminer sur l'angoisse, qui est une autre émotion qui compte beaucoup dans le domaine de l'éthique, parce que l'angoisse, à supposer qu'elle existe sur un mode diffus, nous alerte sur un problème pour lequel nous n'avons pas de solution. L'angoisse porte un message, elle nous dit de gagner du temps. Parce que lorsque nous devons annoncer une nouvelle difficile, que nous soyons médecins ou pas, la compassion nous incline à la rétention d'informations, ne pas faire souffrir autrui, ne pas lui infliger un mal dont nous-mêmes nous n'aimerions pas être le destinataire, et la crainte qui nous dit attention, ton absence de loyauté, elle se paiera à un moment donné beaucoup plus douloureusement encore. Donc la crainte, elle va incliner à la loyauté. Et entre humanité et loyauté, entre franchise et compassion, il peut y avoir comme ça une oscillation entre deux scénarios décisionnels dont aucun ne nous paraît satisfaisant.
En éthique, il n'y a pas de bonne solution, ce sont toujours des solutions par défaut, la moins mauvaise solution. Et soit on sera agressif, pour se débarrasser de l'angoisse, on peut détruire la cause de notre angoisse. Vous avez trop fumé, je vous avais dit de ne pas arrêter votre traitement. Vous avez dit voilà, la rechute. Vous n'avez pas écouté. Là, je détruis, je supprime mon angoisse, mais je détruis aussi le patient. Ou la fuite, dans un langage ésotérique, par exemple celui-ci que j'ai trouvé dans un ouvrage d'une psychologue. Une manière qui fait comprendre aux patients que c'est grave. On peut recourir à un langage hermétique et dire que l'infirmière fera la traduction de façon pédagogique, mais c'est une manière de fuir l'angoisse. Ou bien la réflexion éthique, c'est-à-dire si l'angoisse, nous n'avons pas de possibilité non plus sur l'intensité de cette angoisse, mais si elle existe de manière supportable, son message est de nous dire, là tu es en face d'un problème, et essayer de trouver un compromis. Il y a des cellules qui ne sont pas bonnes, j'ai besoin d'en discuter avec des confrères, de faire des examens complémentaires, et donc de laisser du temps, cette temporalité sur laquelle vous avez insisté, pour qu'on chemine progressivement vers la vérité, qu'on commence à dire un mot, et puis l'angoisse du patient aussi fera qu'il va travailler, et qu'il reviendra dans une consultation 2, 3, et revient sur un propos aussi du professeur Fabre, qui a longtemps, et je pense qu'il le fait toujours, enseigné à ses étudiants qu'on ne doit jamais surinformer, que la surinformation est toujours très difficile à récupérer. Voilà, je voulais juste, puisqu'il me reste 1 minute, dire que pour moi l'éthique n'est pas seulement une réflexion, c'est aussi une attitude, et on communique beaucoup aussi par les gestes, par sa manière d'être. Quand un patient est très, très déformé par la maladie, on a entendu tout à l'heure Madame Boiron le dire, le visage bouffi, on perd ses cheveux, et la maladie transparaît sur le physique et met la famille dans une situation de désarroi. Comment se rapporter au malade? Il a tellement changé. Et c'est là que l'attitude du soignant, du médecin est très importante, parce que lui, par ses gestes délicats, posés, par son naturel, il montre comment on se comporte avec une personne atteinte de cette maladie, et que cette personne est encore bien plus que ce qu'elle livre au regard sensible, qu'elle reste une personne à part entière, vis-à-vis de laquelle on peut avoir une attitude tout à fait spontanée, naturelle. Voilà, je laisse la parole à Roland. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, et je remercie les organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole, et en particulier Delphine Beauvoir. Alors j'ai un petit peu changé, je dirais, mon texte, mais vous verrez, pas tellement finalement par rapport à la formulation que m'a attribuée. Et peut-être le lien par rapport aux exposés précédents, je poserai simplement, si vous voulez, comme argument, que nous sommes davantage aujourd'hui dans une société de l'information plutôt qu'une société de la parole. Et c'est un point très important qui, à mon avis, recompose à la fois les savoirs, les postures et les pratiques thérapeutiques, les pratiques médicales et soignantes. Et c'est le problème, quand Pierre disait tout à l'heure, justement quand il évoquait cette question par rapport à la surinformation, c'est un point qui me paraît essentiel. Alors, très rapidement, je crois qu'aujourd'hui, le malaise actuel de nombre de soignants dans les pratiques de soins se manifeste justement face à la dictature des chiffres, la dictature des marqueurs, pour reprendre ce que disait Claude Boiron. Marqueurs de toutes sortes, pas que les marqueurs biologiques, les dictateurs gestionnaires, vous le savez, la T2A, la tarification de l'activité et autres, n'est-ce pas, qui normalisent finalement les actes professionnels à l'aide de protocoles, de chiffres et d'informations.
je crois que c'est un point important. Les normes de l'EBM, l'Evidence-Based Medicine, la médecine fondée sur les preuves, les procédures formelles, n'est-ce pas, les règles de bonne pratique, tout cela constitue des dispositifs normatifs qui finalement réduisent l'ensemble des relations soignantes à une configuration, une somme d'informations que l'on peut d'ailleurs piloter, gérer. Et, encore une fois, c'est un point sur lequel je reviendrai, les formes du soin, comme les formes du savoir, sont inséparables des pratiques sociales dans la cité. Donc c'est un point aussi, il n'y a pas que les événements scientifiques qui finalement, si vous voulez, consacrent à un moment donné telle ou telle forme de pratique ou telle forme de savoir, en médecine ailleurs, c'est également, ça se déduit également des exigences, des normes et des pratiques sociales. Alors, je pense que l'information, c'est pas la parole. C'est ce point sur lequel je voudrais beaucoup insister. Elle a né sa part justement la plus technique, la plus commensurable, la plus instrumentale. J'ai presque envie de dire monnayable. Vous comprenez bien, et là, par rapport à ce que tu disais, vous comprenez bien le lien. Par exemple, Pierre, quand tu parlais tout à l'heure justement des directives anticipées, il me semble que c'est finalement produire la conception de ce que le philosophe Michel Foucault appelait un sujet entrepreneur de lui-même, qui va autogérer à partir des informations qu'on va lui transmettre, n'est-ce pas, sa micro-entreprise libérale, n'est-ce pas, ouverte aux exigences du vivant. Et je crois qu'on est là dans quelque chose qui effectivement peut conduire à une espèce de déshumanisation. C'est-à-dire qu'on a une émancipation par les progrès techniques et en même temps une déshumanisation du point de vue éthique. Je crois qu'aujourd'hui, comme l'a remarqué aussi le philosophe Walter Benjamin, le cours de la parole a inexorablement chuté. Cette dévalorisation continue de la parole au profit, vous l'avez compris, de l'information, c'est-à-dire sa composante la plus technique, la plus instrumentale, la plus numérique, est un point essentiel à la fois dans la fabrique des subjectivités, dans la manière de se lier les uns aux autres, et bien sûr en tant que machine de gouvernement. Si le cours de la parole a chuté, c'est parce que le cours de l'expérience a baissé et qu'il baisse indéfiniment. Et là, on le voit très bien au niveau, justement, de l'expérience clinique. On voit bien aujourd'hui comment elle est saturée, embolisée par les grilles d'évaluation. Je déteste les grilles d'évaluation. Je peux vous en parler très longuement. On a fait un bouquin avec certains de mes copains qui s'appelle « La folie évaluation », enfin, les fabriques de nos nouvelles servitudes. Informer, encore une fois, c'est pas du tout la même chose que parler. Parler, c'est tisser des liens entre les sujets et aussi tisser des liens à l'intérieur de chacun des sujets. L'engagement d'un sujet dans sa parole suppose une confiance dans le langage et un amour de la langue qui fait de la quête du sens une drogue dure, la drogue de notre espèce fabulatrice. Donc, vous voyez, les événements qui nous arrivent, et Claude Poiron l'a dit avec beaucoup à la fois de tact et de force, les événements qui nous arrivent, n'est-ce pas, eh bien, ils ne deviennent histoire que quand ils sont incubés, et ils ne peuvent être incubés que par les paroles, y compris les paroles du rêve d'ailleurs. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas cette incubation, cette transformation, cette métamorphose des événements par la parole, la possibilité, la parole intérieure comme la parole avec l'autre, tant qu'il n'y a pas, pourrait-on dire, n'est-ce pas, cette incubation, l'événement, il est traumatique, au sens très fort du terme. C'est un trauma. Il ne devient, pourrait-on dire, il n'est approprié, il n'est subjectivé qu'à partir du moment où il passe dans le langage, c'est-à-dire à partir du moment où il est tricoté dans les mailles du langage, on peut les raconter d'abord à soi-même et aux autres. Alors je crois que dans leurs différents dialectes, technoscientifiques et comptables, les procédures rationnelles aujourd'hui, qui subordonnent le soin, n'est-ce pas, à un ensemble formel, abstrait, impersonnel, on y reviendra, fonctionne à la fois comme une nouvelle manière de donner les ordres, on le sait bien, ça fonctionne aussi comme ça. Aujourd'hui, pourrait-on dire, les chefs donnent les ordres par les machines numériques, n'est-ce pas? Et puis en même temps, ça fonctionne comme censure morale produite par l'intériorisation des normes. Donc au nom de la technique, qu'elle soit gestionnaire ou scientifique, j'y reviendrai, ces normes industrialisent le soin, et industrialisant le soin, elles participent à réifier, à chosifier le vivant. D'où, effectivement, le sentiment que peut avoir le patient de se trouver exproprié de son corps, exproprié de sa vie. Et il n'y a, pourrait-on dire, que le récit, la parole, qui puisse constituer par relation thérapeutique la possibilité de se réapproprier ce qu'à un moment donné, n'est-ce pas, dont nous avons été expropriés. Alors, en effet, toutes ces normes techniques, alors,
encore une fois, j'ai rien contre la technique, j'ai rien contre les chiffres, je ne peux pas vous avertir. Simplement, je ne crois pas à l'immaculée conception des chiffres. Je ne crois pas que les chiffres soient ventriloques, ils ne parlent pas d'eux-mêmes, on les fabrique. Donc il faut s'interroger sur la méthodologie par laquelle on fabrique les chiffres. Et puis, bien sûr, n'est-ce pas, il faut également pouvoir en parler. Pour décider, il faut en parler. Et aujourd'hui, mais là, je ne vous en parlerai pas, ce serait très très long. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans une démocratie d'expertise qui nous confisque justement ce qui est le fondement même de la démocratie, c'est-à-dire une distribution égalitaire de la parole, à partir de quoi on peut prendre des décisions. Donc, vous voyez, aujourd'hui, justement, cette conformisation, cette standardisation des soins par des procédures très formelles modélise les relations, pas seulement les relations les plus médicales, les plus techniques, mais modélise les relations entre les patients et les soignants. Il y a des protocoles standardisés d'éthique, ce qui, quand même, je pense que tu seras d'accord avec moi, Pierre, je dirais, n'est pas sans poser problème. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui comment la parole est absorbée dans un ensemble de machines de l'information, essentiellement d'ailleurs des machines numériques, qui prescrivent alors la manière dont on doit se comporter, dont on doit agir, n'est-ce pas, dont on doit parler. En psychiatrie, Elisabeth le sait aussi mieux que moi, n'est-ce pas, en psychiatrie, c'est un des drames de la psychiatrie. Elle devient vétérinaire parce que justement, elle fait l'impasse sur ce qui constitue la substance même de son éthique et de son épistémologie, c'est-à-dire la parole et l'échange avec le patient, parce qu'en lieu et place, il y a une évaluation, n'est-ce pas, des comportements. Alors, je crois que ça, on le retrouve, mais là, je n'ai pas le temps de développer, on le retrouve dans tous les domaines, dans tous les secteurs de l'existence singulière aujourd'hui. Le système, pardon, dans tous les secteurs de l'existence sociale aujourd'hui, n'est-ce pas, le système numérique et technique rend finalement toujours plus précis, mais en même temps pauvre, si vous voulez, les gestes et les relations de nos existences quotidiennes. Alors, dans l'espace social et politique, par exemple, on sait combien cette civilisation de l'expertise, cette démocratie des experts dont je parlais tout à l'heure, est devenue finalement une des dernières figures de la censure morale et culturelle de la modernité. Censure morale et culturelle des dispositifs de contrôle social, mais aussi d'autocensure qui produisent des surmois d'adaptation, comme disent les psychanalystes, surmois d'adaptation qui heurtent le désir de soigner, le désir de soigner la vulnérabilité en l'autre, c'est-à-dire finalement la vulnérabilité de l'enfant blessé, maltraité, que chacun nous portons en soi. Juste un petit mot, puisque Jean-Marc Labiana a évoqué d'entrée de jeu justement la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est ce qui fait la dignité de l'espèce. Si on reprend le discours de Pic la Mirandole, n'est-ce pas, philosophe du Quattrocento, c'est bien parce que justement l'humain n'est totalement inadapté à son environnement, qu'il a besoin de l'autre, qu'à partir de là se constitue ce qui va devenir la signature de notre espèce, n'est-ce pas, c'est ce lien très fort qui va fabriquer aussi bien la culture que les névroses d'ailleurs, je vous rassure tout de suite. C'est justement cette extrême dépendance à l'autre. Mais c'est un point important, et je crois qu'effectivement, avec les relations de soins, avec l'émergence de la maladie, n'est-ce pas, il y a aussi cette convocation du prendre soin de la vulnérabilité. Et vous voyez bien là comment les techniques, qui sont des formidables, il n'est pas question de revenir sur les progrès technico-scientifiques de la médecine, hein, vous avez bien compris, ce n'est pas du tout ma posture, mais on voit bien en même temps le risque, si ça n'est pas pris dans un bain de langage, si ça n'est pas pris dans une relation à l'autre, alors effectivement il y a objectivation, chosification, réification. Alors, et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, effectivement, du point de vue des pratiques sociales, on a une tyrannie de l'expertise sur laquelle je ne vais pas revenir trop longtemps. Alors, juste peut-être aussi entendre que dans le dialogue soignant-patient, dans le dialogue médecin-malade, il y a fondamentalement un malentendu. Il y a un malentendu qui fait réapparaître la capacité, je dirais, poétique de l'enfant dans chacun d'entre nous. Je prendrai un exemple très très simple que je vais emprunter à une anthropologue, Sylvie Finzin, que vous connaissez peut-être, n'est-ce pas, qui a fait une enquête anthropologique sur la relation médecin-malade. Et on voit bien dans le dialogue entre une patiente et un médecin comment surgit, pourrait-on dire, une autre langue que la langue médicale. Vous parlez en référence à un savoir médico-biologique, un savoir technoscientifique, et le patient, il entend dans les mots tout à fait autre chose qui convoque, pourrait-on dire, ce qui en lui fait trace de son histoire, ou ce qui fait en lui trace de ses préoccupations. L'exemple est très rapide et très simple. C'est un médecin qui informe la patiente de la nécessité de contrôle régulier de son foie parce que le scanner a objectivé 2 nodules. Alors, il insiste sur la nécessité de la surveillance, et c'est important parce que bien évidemment, lui, il a des règles
formelle, il a une démarche procédurale, n'est-ce pas, au niveau des protocoles. Il insiste, il y a des probabilités, il y a une certaine manière de penser à partir de ce qu'il a appris, bien sûr. Et la patiente, elle essaie de modérer, pourrait-on dire, n'est-ce pas, les examens de surveillance. Elle essaie à la fois de négocier. En quoi, justement, n'est-ce pas, il y a toujours, pourrait-on dire, une part transactionnelle de négociation dans la relation malade sur laquelle on ne peut pas, justement, faire l'impasse. Alors, il lui propose un nouveau contrôle, elle lui répond oui, il paraît que j'ai 2 petits nodules, mais je vais très bien, j'ai regrossi. Et s'ensuit un échange au cours duquel la patiente tente de convaincre le médecin finalement que c'est pas si grave que ça, que c'est insignifiant, et le médecin, lui, il tente de convaincre sa patiente, bien sûr, de la nécessité d'une surveillance régulière. Et elle finit par demander au médecin, à votre avis, je suis guéri? Le médecin répond, non, pas entièrement. Alors la patiente rétorque, oh, pour 2 ovules. Donc, vous voyez, insensible à la pensée poétique de sa patiente, le médecin la reprend avec cruauté, la cruauté de la langue savante, et il lui répond, non, nodule. Vous avez là, vous voyez, cette espèce d'inadéquation, on va dire fondamentale, nécessairement fondamentale, n'est-ce pas, dans la relation, encore une fois, médecin-malade, qui est finalement une confusion de langue, parce que bien évidemment, ce n'est pas la même langue que parle le patient et que parle le médecin. Et il y a cette espèce d'ajustement, peut-être d'écoute à avoir, et je crois que c'est un point très important par rapport à ce que disait Claude Poiron aussi. Alors aujourd'hui, justement, il y a un peu cette impasse, pourrait-on dire, et vous voyez, je l'ai dit très vite parce que je fais peu de temps, tu n'oublies pas de me dire 5 minutes avant la fin, bon. Mais j'ai essayé d'insister justement là-dessus. Il y a un lien inséparable entre le souci de la vulnérabilité, entre le souci de l'infantile, de l'enfant en nous, de l'enfant blessé en nous, et puis, n'est-ce pas, justement, cette capacité d'écoute, cette capacité... Alors, on a parlé au début de donner la main, effectivement, comme je l'a repris, c'est donner la main aussi métaphoriquement, c'est accompagner aussi par une certaine écoute, et entendre que peut-être, n'est-ce pas, comme nous l'avions montré avec Marguerite Volgo dans plusieurs travaux, n'est-ce pas, la construction médico-biologique de la maladie que fait le médecin ne s'inscrit pas dans la même région ontologique et méthodologique que le roman que le malade a besoin de se fabriquer pour que, justement, sa maladie devienne partie prenante de son histoire et ne constitue pas, pourrait-on dire, un corps encapsulé. C'est là où, effectivement, ça devient dramatique. Alors, je crois que si, au point où nous en sommes, n'est-ce pas, si nous reprenons cette distinction que je vous propose entre parole thérapeutique et information technique, n'est-ce pas, si on veut bien, il faut déjà se demander pourquoi, encore une fois, aujourd'hui, dans notre civilisation, nous sommes davantage portés à donner des informations, et parfois de manière très cruelle, très sauvage, très barbare, pour aller très vite, n'est-ce pas, au nom de la transparence. Pourquoi? Est-ce que c'est uniquement pour des raisons dites scientifiques, ou bien est-ce que ça n'est pas parce que, justement, ces exigences sont solubles dans une certaine manière de vivre, de penser et de parler dans notre monde moderne, postmoderne même, qui s'appelle effectivement la pensée enfin que j'appelle la pensée pratico-formelle, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la pensée du droit et du commerce, pour aller vite, n'est-ce pas, c'est-à-dire des règles les plus formelles. Et donc peut-être qu'à partir de ce moment-là, on peut entendre que la recomposition de nos savoirs, la recomposition de nos pratiques ne se déduisent pas seulement des acquis des progrès scientifiques, mais sont également énormément affectés, bien évidemment, on pourrait presque dire colonisés, intoxiqués, par une certaine manière de penser le monde qui est propre à nos civilisations, et en particulier à nos civilisations occidentales. Si on veut bien prendre par exemple la mesure, si vous voulez, des transformations qui affectent la nature du savoir et les pratiques sociales qui en organisent les mœurs, dès lors qu'on passe d'une société où prévaut la parole à une société obsédée par l'information, comme réponse aux problèmes que les individus rencontrent dans leur existence, alors peut-être qu'il faut nous interroger sur le mot « information ». Le mot signifie à l'origine conception, dessin, esquisse, et il désigne par exemple l'enquête faite en matière criminelle. Et puis à la fin du XVe siècle, il se dit une action de donner une forme, et enfin, à partir de la deuxième moitié du XIXe, il prend le sens aujourd'hui plus usuel, vous le savez, n'est-ce pas, notamment avec le développement de la presse, de porter à la connaissance d'un public.
Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, l'information, cette fois non plus par emprunt au latin mais en anglais, désigne un élément ou un système pouvant être transmis par un signal ou une combinaison de signaux. Donc, pour faire très vite, vous avez d'un côté l'information comme mise en intrigue, mise en récit, et de l'autre côté, vous avez l'information comme traitement numérique de données. Or, c'est un point important, et Pierre, dans sa thèse, l'a aussi évoqué, n'est-ce pas? Vous avez deux manières de donner forme, pour aller vite, à un événement de vie, à un événement de pensée. La première forme, c'est une mise en intrigue, une mise en récit, et la deuxième forme, n'est-ce pas, c'est finalement un traitement numérique des données. C'est pas pareil. Je vous donne un exemple très très simple, n'est-ce pas? L'ordinateur ne pense pas. L'ordinateur, si vous voulez, calcule et reconnaît des formes. Et de manière tout à fait extraordinaire, qui dépasse bien sûr nos possibilités. Mais il n'y a pas de sens. Un de mes amis mathématiciens me disait un ordinateur ne peut pas porter un énoncé sur lui-même. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsque nous centrons justement la relation thérapeutique sur l'information, eh bien, nous faisons passer à la trappe ce qui est constitutif justement peut-être de la subjectivité humaine et d'une certaine forme de lien social, c'est-à-dire la mise en récit, c'est-à-dire la mise en intrigue. D'où cette importance de laisser un temps au patient pour s'approprier l'événement afin qu'il devienne histoire à partir de cette mise en récit. Ce qui ne va pas dire, bien évidemment, que sa mise en récit est la cause de sa maladie. Ça, c'est la grande confusion, le grand débat que j'ai avec mon ami Jean-Claude Delbez, n'est-ce pas, sur la psychosomatique. C'est la confusion qu'il y a entre donner du sens à un événement qui arrive et penser que ce sens est la cause de la maladie. Je crois qu'on est dans deux registres, n'est-ce pas, différents, et on a beaucoup travaillé, moi, je vais développer là-dessus, sur justement, à partir de la physique quantique, sur l'opérationnalisme méthodologique, c'est-à-dire que deux théories, la théorie ondulatoire, la théorie corpusculaire, par exemple, de la lumière, peuvent être vraies l'une et l'autre, mais totalement exclusives l'une de l'autre. De la même manière, si vous voulez, la mise en récit de ce qui arrive à un patient, comme l'événement maladie, n'est-ce pas? Eh bien, cette mise en récit n'a pas, encore une fois, du tout le même statut, ni méthodologique, ni ontologique, que bien évidemment, la cause de sa maladie. L'éthiopathogynie pour la vie de sa maladie. Voilà. Alors, c'est un point donc, qui me paraît important. Donc, oui, dans les deux cas, donc, dans les deux manières de concevoir l'information, je reviens à mon propos, les deux manières de concevoir l'information, encore une fois, Pierre aussi a beaucoup travaillé sur cette question, n'est-ce pas? La thèse aujourd'hui, c'est que, en insistant sur l'information, la nécessité de transférer l'information, ce qu'on fait un peu passer à la trappe, c'est la mise en récit d'une histoire, et qui pourtant, encore une fois, n'est-ce pas, est quelque chose d'essentiel pour pouvoir subjectiver l'événement maladie. Et qui n'a pas d'ailleurs, enfin, qui n'est, pourrait-on dire, là, la relation de soins n'est que le microcosme, à mon avis, d'un problème beaucoup plus fondamental dans la civilisation des mœurs et dans le lien social. Je crois que il y a là, dans nos sociétés, une espèce de désaveu, pourrait-on dire, de la valeur, de la fonction de la parole, qui, encore une fois, porte atteinte à la manière même dont le psychisme se construit, et la manière même aussi dont s'est fondée la démocratie. Donc vous avez bien compris que je considère qu'aujourd'hui nous sommes dans une forme dégénérée de démocratie, ça vous l'avez compris. Alors, comment ne pas penser à nouveau à un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Walter Benjamin, et qui écrivait « L'art de conter est en train de se perdre, il est de plus en plus rare de rencontrer des gens qui sachent raconter une histoire. C'est comme si nous avions été privés d'une faculté qui nous semblait inaliénable, la plus assurée entre toutes, la faculté d'échanger des expériences. » Il poursuit « L'une des raisons de ce phénomène saute aux yeux, le coût de l'expérience a chuté. Et il semble bien qu'il continue à sombrer indéfiniment. » On est là dans un problème à la fois politique, anthropologique, majeur, et un problème, bien sûr, essentiel concernant la relation thérapeutique. D'ailleurs, la preuve, moi j'ai connu, quand j'étais à l'hôpital à plein temps, si vous voulez, j'ai connu l'époque où il y avait dans le cahier de transmission, pourrait-on dire, une espèce de mise en récit, de mise en intrigue de ce qui s'était passé. Terminé maintenant. Tout est réduit, écrit une information. C'est pas scientifique, hein, je peux vous le dire, j'ai fait un peu d'épistémologie, c'est vraiment du Baumard. Mais c'est la meilleure manière, effectivement, aujourd'hui, de fonctionner pour penser le monde, et penser la relation à l'autre, et penser la relation à soi-même, ce qu'on appelle la fabrique du sujet éthique, d'une certaine manière. Alors, je crois que c'est un des points importants, si vous voulez, et
Et je dirais que je pense que dans le désamour qu'il y a aujourd'hui entre la psychanalyse et la culture, et encore une fois, je ne veux pas disculper les psychanalystes de la part qui est la leur dans le malheur qui leur arrive, bien évidemment, n'est-ce pas? Mais dans le désamour qu'il y a entre la psychanalyse et la culture, je crois qu'il y a aussi ce désaveu de la valeur de la forme narrative de la vérité, qui en même temps n'est rien d'autre sur un plan philosophique, me semble-t-il, n'est-ce pas, que la question de la vertu et de la sagesse. Je crois que, si vous voulez pour aller vite, si la psychanalyse aujourd'hui, n'est-ce pas, est un petit peu butée hors de la cité, au moins des sciences, c'est justement parce qu'elle est peut-être une des dernières manières, un des derniers moyens de raconter l'histoire d'une expérience, de partir du récit, dans une société qui ne veut pas entendre parler de ça. Alors, tous ceux qui... Ah oui, ben, tu vois, j'ai fait que le cas, donc il va falloir que je choisisse. Donc, tous ceux qui travaillent en soins palliatifs le savent, et moi, ils m'ont beaucoup appris, je suis très heureux d'avoir travaillé avec eux, n'est-ce pas? C'est justement au moment où les soins n'ont plus la réussite comme critère de détermination, comme critère de jugement, c'est au moment où les performances techniques et économiques tendent un peu au moins à s'estomper, au profit de l'éthique, que justement, me semble-t-il, le récit, la parole, qui transmet l'expérience, reprend ses droits. Et je crois que c'est un point, vous voyez, essentiel. C'est pas par hasard, pourrait-on dire, que ce soit par les soins palliatifs, n'est-ce pas, que réapparaisse l'importance, justement, de l'éthique et l'importance de la parole. Comme le remarque également Mylène Bonne, si la première chose que fait le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, c'est de leur faire raconter leurs histoires, il convient d'envisager que l'hôpital était un lieu de déplacement traumatique. La première chose que l'on devrait faire, avec un patient hospitalisé, ce serait de lui faire raconter son histoire. Mais pas pour déterminer, encore une fois, des informations qui permettent de porter un diagnostic probabiliste. On n'est pas dans la vérité probabiliste, on est plutôt dans la forme épique de la vérité. C'est-à-dire, pour lui, n'est-ce pas, qu'est-ce que c'est, et à quel point ça peut lui permettre de retrouver, finalement, une cohérence narrative de son existence qui a justement été brisée par la maladie, qui constitue un élément de discontinuité, n'est-ce pas, par rapport à l'existence de chacun. Il suffit même d'avoir une grippe pour se rendre compte que ce qui était absolument urgent sur votre agenda, absolument incontournable, c'est fini, c'est terminé. Il y a quelque chose qui vient faire rupture. Et cette rupture dans le temps, cette rupture dans la manière de vivre le temps, n'est-ce pas, elle est bien évidemment, si vous voulez, une rupture psychique, autant qu'une rupture sociale d'ailleurs. Donc je crois que c'est très important que ce soit par le récit que puisse se reconstituer une cohérence existentielle. D'ailleurs, le philosophe Hannah Arendt nous a appris que ce qui distinguait la vie comme Zoé, vie purement animale, et la vie comme bios, n'est-ce pas, vie spécifiquement humaine, c'était justement le récit. C'est-à-dire la capacité de mettre les éléments à l'intrigue, à l'histoire, la capacité de l'expérience. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui retrouver l'expérience comme le référentiel à partir duquel nous pouvons organiser notre vie et la transmettre aux générations. On s'apercevrait qu'il y aurait moins de pathologies, notamment psychiques et psychiatriques, chez les jeunes générations, et pas que les jeunes d'ailleurs. Alors, comme j'ai peu de temps, je vais sauter beaucoup de choses, et donc simplement peut-être, encore une fois, si je peux prendre deux minutes de plus, si j'ose dire. Je vais donner un exemple très précis de ce que j'entends quand je dis que les formes du savoir sont inséparables des formes de pouvoir et des pratiques sociales. Ça ne veut pas dire que la vérité scientifique est une construction sociale. On a beaucoup donné ce type de bêtises, ce type d'âneries. Je ne vais pas redonner de ce côté-là. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, si vous voulez, que le savoir est pris à un moment donné dans la niche écologique d'une culture dont il émerge et qu'il participe en retour à recoder. C'est-à-dire les conditions de possibilité du savoir, c'est pas la même chose que les validités épistémologiques de ce savoir. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, je vous donne un exemple très précis qui est donné par un historien de la médecine. C'est, par exemple, dit-il, la découverte, c'est Henri Sigeris qui est le maître de Canguilhem, la découverte, si vous voulez, de la physiologie de la circulation par Harvey. Pour lui, eh bien, cette découverte, elle se fait à un moment donné un écho, pourrait-on dire, avec l'esprit baroque de l'époque. C'est-à-dire la possibilité de passer d'un point de vue anatomique, fixiste, à un point de vue physiologique, fonctionnel, et intimement lié à l'esprit baroque. Il écrit « L'homme du baroque ne s'intéresse pas à ce qui est, mais à ce qui va être. Le baroque est infiniment plus qu'un style dans l'art, il est l'expression d'une forme de pensée qui règne à cette époque. » Et il ajoute « Nous voyons que la médecine est des plus étroitement liée à l'ensemble de la culture, toute transformation dans les conceptions médicales étant conditionnée
par des transformations dans les idées de l'époque. Vous comprenez bien pourquoi je vous dis ça. Si je vous dis ça, simplement pour vous interroger, avant de passer à la dernière partie, pour vous interroger sur aujourd'hui, où par exemple en médecine, vous le savez mieux que moi, aujourd'hui les figures de rationalité médicale ont terriblement évolué du côté des facteurs de risque, du côté de l'épidémiologie, du côté de la santé publique, et beaucoup moins, bien sûr, du côté de la clinique, pour aller très vite. Moi, j'ai vu se renverser d'ailleurs la hiérarchie à l'intérieur même des facultés de médecine, n'est-ce pas eh bien, on voit bien, n'est-ce pas, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment lié totalement à des éléments scientifiques? Une part, sûrement, il n'y a pas de problème. Ou bien, est-ce que c'est parce que ces formes de savoir sont davantage solubles dans les exigences normatives d'une culture, c'est-à-dire dans l'esprit de notre temps? Ça va? Je suis suffisamment clair. Donc, je pense que c'est pour ça, c'est sur ce point-là que je voudrais insister, n'est-ce pas? Je pense que c'est pour ça qu'il est extrêmement important, et effectivement, ça débouche sur les questions des valeurs. Alors, si j'avais 3 heures de plus, je pourrais vous faire un topo sur les conflits de rationalité chez Max Weber, et essayer de vous montrer que, n'est-ce pas, la rationalité pratico-formelle qui domine à notre époque, bien évidemment, elle heurte et elle entre en conflit, et ça, c'est très important, n'est-ce pas, aussi bien du point de vue du soin que du point de vue, je dirais, des mœurs, et que du point de vue même politique, n'est-ce pas, elle entre en conflit avec ce qu'on appelle la rationalité substantielle, c'est-à-dire l'éthique, c'est-à-dire les valeurs. Et d'ailleurs, ça nous amène à ne pas comprendre ce qui peut se passer dans le monde lorsque le rejet d'un mode de pensée pratico-formel, eh bien évidemment, conduit à un retour vers la rationalité éthique, c'est-à-dire les valeurs transmises par l'éthique, la morale, les religions, etc. Or, c'est évident. Et donc, vous voyez, simplement pour essayer de vous dire que l'éthique est née, bien évidemment, d'une exigence dans les pratiques de santé, à reconnaître qu'on n'était pas aussi monstrueux que les nazis qui voulaient administrer scientifiquement l'espèce humaine. Donc la genèse même de l'éthique, c'est bien sûr après la Deuxième Guerre mondiale. On l'a écrit d'ailleurs tous les trois, je crois bien. Je ne vais pas reprendre ça, mais c'est un point important. Et si aujourd'hui, ce besoin d'éthique, ce besoin de valeur, vous le passez à la moulinette de l'information, vous le passez à la moulinette des machines numériques, vous faites perdre, pourrait-on dire, la substance même qui a exigé son émergence. Alors, je voudrais juste, pour terminer, je te promets, je voudrais juste essayer de montrer comment, lorsque la pensée savante, vous avez compris, copule avec la logique gestionnaire, toutes deux produites par la rationalité pratico-formelle, celle des chiffres et des procédures, vous avez compris que je prenais la tarification de l'activité, que je trouve abominable, comme bien évidemment un certain nombre de choses, on aboutit à quelque chose d'absolument monstrueux qui est justement anti-éthique. Dans le quotidien du médecin du mois de septembre 2008, il y a 2 histoires que je vais en raconter qu'une. Une histoire du jour qui a retenu mon attention. Le système d'assurance de l'État de l'Oregon aux États-Unis a refusé par courrier la prise en charge de leur chimiothérapie de patients atteints de cancer dont la chance de survie à 5 ans était évaluée à 5%. Donc on leur a dit, écoutez, on ne peut pas prendre en charge la chimiothérapie, n'est-ce pas, parce que statistiquement, donc avec les procédures de la pensée savante, n'est-ce pas, votre chance de survie à 5 ans est à 5%. Mais en revanche, on vous propose un suicide médicalement assisté, légal dans l'Oregon. Non mais, je vous garantis que nous, on le voit moins, c'est moins obscène. C'est l'avantage de ces exemples, mais ça existe quand même. Alors, comme l'a sobrement commenté l'une des patientes, dire à quelqu'un « nous vous payons pour mourir, mais nous ne paierons pas pour que vous viviez » est cruel. Alors, je crois que vous avez là, vous voyez, pour aller très vite, vous avez là, j'ai eu un débat avec Hirsch là-dessus, s'il n'était pas d'accord, bien évidemment, avec ce que je racontais, et certains le justifient, mais en disant mais c'est objectif. Et je crois que c'est une objectivité qui est formelle, mais qui n'est pas réelle. Et je crois qu'il faut bien voir que l'objectivité formelle, c'est ce qui aujourd'hui pilote la culture et tend à s'imposer, bien évidemment, aux soins. Je veux dire, les rapports sur les réformes à l'hôpital, vous le savez bien, le rapport de
dit Valenciennes dans le rapport Larcher, prône finalement une transformation de l'acte de soin en prestation de service, du patient en client, n'est-ce pas, et envisage finalement l'hôpital comme une usine à soins. Et là, je ne fais que illustrer en nommant concrètement ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. On passe à côté de ce qui fait la substance justement du soin, c'est-à-dire l'expérience et la parole. Alors, je sais que je n'ai pas le temps, mais si j'avais le temps, je pourrais vous montrer aussi comment cette manière de penser, la psychiatrie, Isabelle, vous savez bien, la psychiatrie, elle l'a épinglée à un moment donné. Les travaux de Minkowski ou de Gavell insistaient là-dessus. C'est la schizophrénisation du monde. C'est-à-dire que nous connaissons cette manière de penser le monde par une espèce de planification, de mathématisation extrêmement importante, qui fait passer à la trappe tout ce qui est la chair, tout ce qui est la chair de la parole, tout ce qui est le vivant. C'est une dévitalisation. Donc, pour terminer, vraiment, n'est-ce pas, je voudrais insister là-dessus, et je crois qu'à l'image de José Delvaux, nous avons beaucoup insisté sur ce point, n'est-ce pas, on ne va pas renoncer au progrès de la médecine technoscientifique. Ce qu'elle a apporté formidable, et pour ceux qui voyagent dans le monde, nous savons la chance que nous avons, n'est-ce pas, si on nous permet d'avoir un accès égalitaire aux soins, ce qui est encore un problème, il nous faudrait 3 heures, n'est-ce pas, nous avons une médecine fantastique. Mais il ne faudrait pas que cette médecine technoscientifique devienne déshumaine, je ne dis même pas inhumaine, déshumaine en justement faisant l'impasse sur ce que Claude Boiron a dit beaucoup mieux que moi, et je suis bien en dessous de ce qu'elle a dit dans cet exposé. Alors, pour juste terminer, je voudrais bien aussi essayer de vous montrer que, pour conclure, vraiment, tu vois, c'est vraiment ma conclusion, pour conclure, n'est-ce pas, c'est que cette manière de penser les choses, n'est-ce pas, cette manière, si vous voulez, de vivre, de penser le rapport au monde et aux autres, provient d'une société qui, en étant hantée par la vitesse et la quantification du temps, désavoue l'essentiel, c'est-à-dire la présence de l'être pour la mort. Et je crois que c'est un point, je crois qu'on ne peut pas comprendre. Vous voyez, si vous faites le lien très concrètement par rapport aux soins palliatifs, si vous faites le lien très concrètement par un certain nombre de choses, je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un très beau texte de Walter Benjamin qui dit « De quoi le récit tient-il son autorité ? Il tient son autorité de la mort. » C'est-à-dire, c'est le mystère que l'on va recueillir, pourrait-on dire, sur la bouche du mourant. C'est un point important. Si notre civilisation, effectivement, prône la transmission de l'information et qui fait de notre vie non pas une histoire, mais la succession d'instants segmentés, eh bien, c'est parce que nous sommes, justement, quelque part, dans un rapport à la mort qui est assez falsifié. Et je voudrais juste terminer donc là-dessus pour essayer de vous dire, justement, avec Walter Benjamin, que peut-être la standardisation, la protocolisation, l'homogénéisation des données, toutes ces choses tout à fait formidables qui ont fait à la fois l'industrialisation et les malheurs de l'industrialisation et les misères de l'industrialisation aussi, pas seulement du point de vue industriel, du point de vue humain, j'entends bien sûr, parce que c'est bien, n'est-ce pas, l'homme produit son humanité parce qu'il crée, eh bien, encore une fois, il faut que nous puissions l'articuler par rapport à ce dont notre société ne veut pas entendre parler, qui convoque justement la vulnérabilité de l'espèce. Et qui en même temps fait que le soin, et je pense qu'on pourra en débattre, mais fait que le soin ne pourra jamais être soluble dans tous les protocoles et dans tous les standards, et toutes les normes qu'on nous balance, n'est-ce pas, c'est qu'il y a dans le soin quelque chose qui échappe à l'industrialisation et qui s'appelle l'artisanat. L'art du soin, ça n'est rien d'autre que la reconnaissance d'une part de réel qui ne peut pas être réduite par l'industrialisation et la massification des protocoles. Et je termine avec votre Benjamin. Le récit, tel qu'il a longtemps prospéré dans le monde de l'artisanat, rural, maritime puis citadin, est lui-même une forme, pour ainsi dire, artisanale de la communication. Il ne vise point à transmettre le pur en soi de la chose, comme une information en rapport. Il plonge la chose dans la vie même du conteur, et de cette vie ensuite la retire. Le conteur imprime sa marque au récit, comme le potier laisse sur la coupe d'argile l'empreinte de ses mains. Je vous remercie. Vous
vous avez dit au cours de l'information et la parole m'a fait remémorer une période où l'annonce du diagnostic était pas encore aussi établie maintenant, et il y avait toujours cette question, c'est quelqu'un qui va y répondre aux questions que le patient posait, ne pas asséner une vérité. Et c'est à ce moment-là où on s'apercevait très clairement, et que en parallèle à ce discours sur l'information du patient, il y avait autre chose qui se passait lors de la parole, c'est-à-dire que les patients posaient les questions aux médecins qui étaient, je dirais, pro-annonce, et ne posaient aucune question aux médecins qui étaient contre l'annonce. Et vous voyez bien que là, il y a autre chose que l'application d'un modèle d'information. Il y a tout ce qui se passe au niveau transférentiel entre le médecin et son patient. Pour moi, l'information, c'est une dialectique. Informer, comme l'a rappelé Roland, c'est mettre en forme un matériau, et ce matériau, il est préexistant, il est fait d'attentes, d'annonces, enfin de désirs, de représentations dans l'esprit du malade, et c'est lui qui amène cette matière, et c'est le médecin qui la met en forme, qui la retouche, en évitant le rapport frontal, le face-à-face, partir de ce que dit le malade, de ce qu'il ressent. Lui, il a entendu ovule, il n'a pas compris nodule. On peut peut-être l'interroger sur ce qu'il entend par ovule, parce que finalement, il a peut-être compris nodule, mais sous le coup de l'émotion, il a dit ovule. Voilà. C'est-à-dire, l'angoisse nous amène à beaucoup parler, dans l'information, à peut-être étouffer cette parole du patient alors qu'il faut la mettre en forme. Ce que tu viens de dire, Pierre, est tout à fait vrai. Tu me connais, je sais que je suis tout à fait d'accord, même au-delà. Mais quand même si l'expression, je la combats, est pas bonne, dispositif d'annonce, consultation d'annonce, cette obligation légale à une annonce est un progrès. Et ça, il ne faut pas nier. Après, que ce progrès soit mal utilisé, c'est peut-être une chose. Et je crois que quand il est mal utilisé, c'est parce que mes confrères médecins, et c'est pas la PNA qui va me démentir, oublient une chose, c'est le bon sens. Chaque fois, je reviens là-dessus, ça ne s'en prend peut-être pas, mais un peu d'humanité, de compassion, de bon sens clinique suffit parfois à arranger beaucoup de choses. Et quand tu parlais de surinformation tout à l'heure, c'est parce qu'il faut essayer de prendre le temps, et tu l'as très bien dit, mais la difficulté, c'est que je ne sais pas, moi, médecin, si prendre du temps, c'est pas angoissant, ou si ne pas prendre du temps, c'est pas angoissant aussi. Ça dépend totalement de la personnalité du patient et des rapports qu'on a avec le patient. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas généraliser. Et chaque patient est un individu bien caractéristique, et ça, il faut en tenir compte. Est-ce qu'il y a d'autres? Parce que sur l'annonce, on pourrait y rester des heures aussi. Non seulement du patient, mais de la famille qui l'accompagne. Et de la famille. Étant bénévole depuis 20 ans en soins palliatifs, je trouve que les malades et les familles sont beaucoup plus clairs qu'avant. Quand on arrive dans une chambre, ils vous disent « j'ai un cancer, madame ». Alors qu'autrefois, ils tournaient autour des mots. Et même moi, dans mon service, on parlait de néo. On ne disait pas cancer. Donc la maladie s'affronte mieux qu'avant. Qu'en pensez-vous? On peut aller plus loin. Je ne sais pas si votre témoignage aurait été possible il y a 20 ans. Ou 30 ans peut-être, 20 peut-être. En tout cas, au début de ma... je suis le concours d'intérêt 67, on a à peu près l'idée. Au début de ma carrière, je pense qu'on n'a même pas eu l'idée de vous demander de témoigner. Pierre, avec sa manière de nous présenter les choses et son accessibilité qui est extraordinaire. Et puis, pour M. Gori, je voudrais dire qu'il me donne envie de faire la révolution. Alors ça, c'est bien, parce qu'il a tout à fait raison, c'est complètement inacceptable. Il ne faut pas croire que ça existe uniquement aux États-Unis. Aujourd'hui, par exemple, Ménager, qui est le ponte quand même des malades atteints de sclérose latérale amyotrophique, dit à ces malades « Je n'accepte de vous mettre une trachéo, même si c'est votre souhait de vie, que si votre famille signe un engagement de vous prendre en charge jusqu'à la fin. Autrement, même si c'est votre désir, on refuse de mettre une trachéo à un patient. » Donc on est quand même dans des dynamiques comme ça, où la question économique,
l'emporte sur la question éthique, et on doit se battre contre ça, et je pense que l'esprit révolutionnaire, on doit l'avoir tous les instants. Et effectivement, il y a des problèmes d'effectifs, il y a des problèmes de conception, mais notre rôle, c'est de se battre en permanence contre ça. Et merci de nous le rappeler et de nous donner envie de rester des révolutionnaires ou de l'être de plus en plus.